suffisant et qu'on soit, pour une bonne partie de nos contemporains, tous connectés, relayés à cette information, à cette circulation d'informations, par le biais de nos smartphones, de tablettes, de tous les moyens qu'on utilise pour se connecter à Internet. La solution que l'on souhaite mettre en place et promouvoir dans cette espèce de mutation globale de la société traditionnelle, c'est une solution open source, c'est-à-dire une solution qui mise sur le partage des expériences, des utilisations libres de la part d'intervenants divers et variés, interservices, quel que soit leur domaine d'activité respectif, pour collaborer dans des échanges vers la mise en place de projets qui représentent une valeur dans ce monde du futur qu'on commence à toucher de plus en plus facilement. Voilà, OpenPI organise régulièrement des soirées thématiques pour présenter des projets dans l'innovation et nous accompagnons différentes structures qui appartiennent à la société traditionnelle et qui ont besoin d'un petit peu d'aide, de mise en place, de compétences, de réseaux pour pouvoir développer différents projets. Ce qui nous amène ici, c'est que 3 de vos enseignants du collège nous ont rencontré à un des afterwork. Ils portent ici le projet d'un Fab Lab, un atelier de fabrication numérique au sein du collège de Pia. Ils auront l'occasion de vous en parler après notre présentation. Voilà, Mathieu. Bien, pour ma partie, je vais faire une petite introduction à l'open source pour répondre à ces questions suivantes. Qu'est-ce que l'open source? Quelle pertinence particulièrement dans l'éducation? Est-ce que ça concerne seulement les logiciels et en quoi est-ce que ça vous concerne globalement? Petite présentation de nous deux que Julien vient de faire un peu aussi. De formation, moi je suis physicien, je travaille comme journaliste pour le Daily Telegraph. Je suis consultant en technologie et je suis depuis 10 ans développeur open source. Et voilà, ma passion c'est les communautés en ligne, hors ligne, et la frontière entre les deux. Julien, peut-être certains d'entre vous connaissez mieux, il a fait des études en psychologie cognitive. Et sa carrière principale, c'est dans la promotion immobilière. Bien, en principe, je commence par dire que la nature humaine ne change pas. C'est que la technologie qui impacte notre façon de l'exprimer. Gardez ça en tête parce que si on parle de technologie, il ne faut pas oublier le côté humain. Et je commence avec le concept de programmer ou être programmé. Bien, moi je suis programmateur, et une bonne raison pour faire la programmation, c'est que avec les évolutions technologiques, il y a toujours une avancée et les gens qui comprennent bien le médium qu'on emploie, il a le contrôle et le pouvoir. Et c'est important, sinon on est mené par les choses qu'on ne comprenne pas. Par exemple, au début, quand on a développé l'écriture dans un premier temps, on utilisait ça pour créer les lois. Et c'était certains qui créaient les lois, et c'est ceux qui pouvaient écrire. Plus tard, avec la presse imprimée, c'était la masse diffusion d'informations, et c'est ceux qui ont pu contrôler, utiliser les machines pour diffuser leur point de vue. Maintenant, avec Internet, j'utilise souvent l'exemple de Facebook. Si on ne prend pas soin, on est des machines à remplir des cases dans les sites qui sont déjà faits pour nous. Alors, si c'est nous qui créons des sites, on a plus de pouvoir à décider quelles sont les cases à rentrer. Sinon, on fait juste partie d'une machine qu'on ne comprend pas. L'open source, ça fait partie d'une réponse
ces problématiques. Bien, moi j'aimerais bien savoir un peu sur vous aussi, qui parmi nous sait qu'est l'open source ici? Bien, assez peu de monde. Et qui a déjà utilisé un produit open source? Ok. Et dernière question, qui a eu une bonne idée récemment? Il n'y a rien contre ça. Une bonne idée? Quelques personnes, j'espère. Et la dernière question, allez-vous réaliser cette idée et comment? L'open source, c'est souvent une bonne réponse à cette question très basique. Et aussi, une dernière chose, surtout quand on parle de Fab Lab, quand est-ce que vous avez fabriqué quelque chose pour la dernière fois, récemment, pas récemment, et on verra le lien entre ça et l'open source, et comme quoi il est souvent une solution. En fait, même si vous n'avez pas levé la main, vous connaissez sûrement l'un de ces produits open source. Wikipédia, on s'en sert tous les jours, Firefox, Google Chrome, des produits comme ça. Effectivement, Wikipédia est open source dans plusieurs façons. Et c'est dans la façon que tout le monde peut éditer, et gratuit et libre d'utilisation. Je vais faire une petite comparaison, et si je parle pour l'instant des logiciels, ce sera le sujet le plus épatant du monde, mais c'est d'où vient ce mouvement open source, et c'est assez relativement facile à expliquer ses origines. Les logiciels propriétaires, vous connaissez sûrement aussi, des choses comme Windows, Mac OS, etc. Et leur modèle, c'est différent. Alors, le système de propriétaire, le modèle de business, c'est un produit payant, on paye le produit et on a un certain soutien technique normalement. Un produit open source est gratuit, il n'y a pas de soutien technique. Ça, c'est la principale différence. Et à partir de ça, on a 4, disons, règles de free software, de l'open source. Si ça semble un peu technique, c'est pas vraiment trop technique, on passe à autre chose outre les logiciels dans un instant. Mais la liberté d'exécuter le programme, c'est-à-dire que moi je peux télécharger le programme, je peux le mettre sur n'importe quel ordinateur je veux et je peux m'en servir. La liberté d'étudier, c'est-à-dire que non seulement le logiciel il est gratuit, mais il est libre, que je peux regarder et étudier le code source. C'est-à-dire s'il y a quelque chose, une fonctionnalité qui ne fonctionne pas comme je veux, si j'ai une meilleure idée, je peux modifier la code source. Liberté d'aider le voisin, ça veut dire que je peux lui donner le logiciel que je viens de télécharger et en même temps, je peux le modifier pour lui. Et la liberté de contribuer à la communauté, c'est qu'avec une modification que je viens de faire, si je viens de résoudre un bug ou si je viens de créer une fonctionnalité, je le publie gratuitement et je le mets à disposition à tout le monde pour en profiter. Alors, ces 4 règles donnent naissance à une philosophie et aussi une logique de choisir les logiciels open source. Moi, je ne suis pas là pour dire que c'est la meilleure solution, mais pour dire que c'est une solution parmi d'autres, et souvent c'est une bonne solution. Une des choses qui est très intéressante, c'est qu'on a le libre choix de vendeurs, et on appelle ça l'épreuve du camion. Si moi, si je crée le meilleur logiciel du monde demain pour vous, et le lendemain je suis écrasé par un camion, ça ne vous sert à rien parce qu'il n'y a personne d'autre qui sait comment le manipuler. Avec open source, il y a toute une communauté qui travaille les mêmes outils. Bien, souvent on dit à l'école que copier c'est pas bien. Dans le monde des logiciels, c'est très bien en fait. Et ce qui est encore mieux, c'est de copier et puis améliorer. D'où cette idée de publier pour toute la communauté. C'est gratuit aussi. Bien, ça c'est la première mécompréhension sur l'open source, c'est que les produits comme Wikipédia, Firefox, etc., ils sont tous gratuits
Mais bien sûr, ce n'est pas juste du bénévolat. Il y a quelqu'un quelque part qui tire un bénéfice. On verra quelques modèles pourquoi il est gratuit et pourquoi c'est une mécompréhension. En anglais, on utilise le mot free, qui d'ailleurs c'est le mot le plus cher sur Internet parce que tout le monde cherche des choses gratuites. Heureusement, en français, on a les deux mots, libre et gratuit. C'est libre qu'on a libre accès, et c'est gratuit qu'on ne paie pas. Bien. Ça reste gratuit, mais il faut qu'on paye. Cette idée de gratuit, souvent les gens trouvent ça un peu menaçant, c'est-à-dire que Microsoft, parmi d'autres, ont trouvé ça menaçant. Je cite Microsoft il y a plus de 10 ans, qui ont trouvé que les logiciels open source qui prenaient l'ampleur, qui devenaient de plus en plus utilisés, menaçaient leur modèle de business. 10 ans plus tard, il y a quelqu'un de Linux Foundation, une entreprise basée sur l'open source, qui se moque de Microsoft parce que effectivement, ils ont dû changer de voie. Parce qu'ils ont vu qu'effectivement, il y a d'autres communautés qui font de l'argent avec de l'open source. Parmi eux, une société qui s'appelle Red Hat, qui sont basés sur des produits qui sont gratuits, qu'on peut télécharger gratuitement. Et en 2014, ils ont fait 1,5 milliard de bénéfices avec un produit qui est gratuit. Bien sûr, ils facturent l'entretien et des choses comme ça, mais si on veut les produits qu'ils fournissent, qui sont des bons produits, sont gratuits. Alors c'est possible d'en tirer de l'argent et à peu près 10 ans après cette citation que je viens de donner, Microsoft, ils ont lancé pas mal de produits open source pour faire une compatibilité open source, pour faire toute une gamme, voilà, il y a un après l'autre et une année après l'autre, ils ont ouvert et on aurait cru que Microsoft est devenu une société open source. Mais finalement, ils ont juste compris que c'est dans leur propre intérêt de travailler avec des communautés plus étendues. Ce qui est révolutionnaire, c'est que l'open source valorise une idée. Imaginons que j'ai une idée, que vous avez une idée d'un logiciel qui va changer le monde, quelque chose qui est vraiment excellent. Bien, moi, si je peux le créer, je ne suis pas le meilleur codeur au monde. Je peux le publier, et après, dans la communauté, il y a d'autres personnes qui peuvent l'améliorer. Si je le publie gratuitement dans un premier temps, les autres ils vont apprécier l'idée, même si c'est mal exécuté, et ils vont l'améliorer. C'est une façon de valoriser l'idée. Ça, c'est la partie que moi je trouve le plus révolutionnaire. Il est basé sur le fait que je donne quelque chose et pas rien. Alors traditionnellement, si j'avais cette bonne idée, j'aurais gardé près de moi, j'aurais peut-être breveté, j'aurais dépensé pas mal d'argent. Au lieu de faire ça, je donne gratuitement et j'appuie sur la communauté. Est-ce que l'open source implique que c'est que les logiciels? Ici, j'ai affiché pas mal de logiciels, certains qui sont connus plus que d'autres, mais c'est toute une gamme de logiciels et toute une gamme de sites web aussi qui sont basés sur l'open source. Dans l'éducation, il y a les universités Oxford et Harvard qui sont très connues, qui sont basées sur qui ont des sites basés sur l'open source, et même le collège ici, le site web du collège, il est basé sur l'open source. Il y a d'autres sites très connus, Mairie de Perpignan et aussi la Maison Blanche sont parmi les plus connus. Alors si on revient à cette idée, comment est-ce que vous allez réaliser une idée que vous avez en tête? Un principe central de l'open source, c'est que les utilisateurs, ils ont en général une vision beaucoup plus élaborée et précise que celle des fabricants.
Alors, moi, si j'ai une idée, je sais que ça correspond à moi. On parle de la domotique. On a lancé le prototype d'un produit récemment. Ça vient d'un besoin personnel. Je ne suis pas là pour, dans un premier temps, tirer de l'argent d'un concept d'un produit. Je suis là pour trouver une solution à un problème. Pour prendre une idée très simple, l'année passée, j'avais une idée de fabriquer une table. J'ai fait quelques plans et je fais ma recherche. Jusqu'ici, il n'y a rien de très spécial, rien de open source. Mais j'appuie sur les compétences et du savoir-faire qui existent déjà. L'auteur des genoux pour une table, je ne vais pas changer quelque chose qui a été déjà établi il y a très longtemps. Je vais me poser des questions. Est-ce qu'il existe un dessin que je peux modifier? Est-ce qu'il existe des modèles similaires? Ces genres de questions s'appliquent à l'open source. Et en valorisant l'idée, il est plus probable que ça devienne une réalité. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, avec mon idée très simple, je peux faire une table, et si je le publie gratuitement, il y a d'autres personnes qui vont l'améliorer, qui vont faire toute une gamme de tables qu'éventuellement on peut fabriquer dans un Fab Lab. Le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir les usines, les fabricants, on a un consommateur, producteur, concepteur qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus engagé avec la communauté. Et ça s'applique dans beaucoup de domaines. Moi, j'ai choisi quelques projets dans la technologie, dans l'audio, ici dans la domotique, qu'on s'intéresse. Celui-ci, vous avez peut-être entendu parler d'un produit qui s'appelle Nest. C'est un calostat qu'on installe chez soi, qu'on peut piloter à distance. C'est une société qui a été rachetée par Google pour une somme gigantesque. Et ici, à côté, il y a un projet open source qui a fait une réplique de la même chose en 48 heures en utilisant que les produits et les logiciels open source. L'idée, ce n'est pas de concurrencer un produit qui est très bien développé, mais à dire qu'une solution peut être adaptée pour soi. Et adaptée, personnalisée, c'est très très important. On va y revenir un peu plus tard. Ici, c'est un projet de domotique conçu et construit par les étudiants en Angleterre. Les enfants. Voilà, les enfants. Voilà. Et bien, pour terminer au domaine où l'open source peut s'appliquer, au jardin, dans l'automobile, souvent les choses de technologie, mais pas forcément dans l'alimentation. Ici, on a l'exemple de Cube Cola, c'est un cola open source. Mais il n'y a rien de trop récent dans tout ça. En fait, les recettes de cuisine sont un très très bon exemple d'open source. Oui, il y a certains chefs qui gardent bien leurs secrets, mais en même temps, si j'ai une recette dans un livre de recettes, je peux le modifier, il n'y a personne qui m'empêche de le modifier, je peux le modifier à mes goûts. Pareil avec la technologie. Il y a un sacré changement récemment que la vitesse de développement, les coûts de développement sont tellement réduites maintenant que ça devient possible d'adapter les solutions technologiques à nos propres besoins et pas de rester dépendant des fabricants. Bien dans les loisirs, dans la recherche scientifique, les produits et les logiciels open source sont utilisés dans la santé aussi, dans la technologie. Et en montrant ces produits, vous avez remarqué peut-être que certains ont l'air bien finis, comme des produits qu'on peut acheter au magasin. Certains ont l'air très bruts. L'exemple du thermostat chez soi, il n'a pas l'air vraiment aussi joli que le thermostat Nest qu'on peut acheter au magasin. Mais brut,
je suis là pour dire brut, il est bon. Ça veut dire qu'on peut démonter un produit, regarder comment ça marche, on appelle ça la transparence, et la transparence mène à la qualité. Parce que si je comprends comment ça marche, je peux l'améliorer. Je peux être un utilisateur plus éduqué. Il est souvent dit que qualité, c'est un résultat naturel de la transparence, et ça s'applique en politique, aux gouvernances, aussi que dans les produits. Ici, c'est un exemple d'un système où il n'y a pas de transparence. On a tous vu cette espèce de message dans Windows qu'il vient de crasher d'une façon. Il y a ces espèces de codes. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai aucune idée parce que Microsoft ne publie pas qu'est-ce que ça veut dire. Si c'était un produit open source, même si ça ne vous dit rien, il y a sûrement quelqu'un très compétent qui va rechercher, qui va dire OK, ça veut dire quelque chose, qui va publier une solution. Bien, on n'est pas dépendant d'un fabricant. Le résultat, nous devenons beaucoup plus connectés à la communauté et beaucoup plus proches à ce processus qu'on appelle le makers, des fabricants, et des fabricants, des petits fabricants. Quand je dis que la nature humaine ne change pas, il y a les 4 C qui nous définissent création, collaboration et en même temps compétition et commercialisation. Et il ne faut pas les mettre à l'écart non plus. Ça existe dans ce qu'on conçoit comme un écosystème de technologie. L'open source, c'est un phénomène récent. Mais je vais vous expliquer juste 2 choses dans la technologie qui sont passées. Dans le XXe siècle, on appelle ça la démocratisation de la consommation. Avec des sociétés comme Ford, Coca-Cola, McDonald's, qui ont centralisé la production pour réduire les prix, pour que tout le monde peut consommer leurs produits. Et tout ça, c'est basé sur la centralisation de la production. Dans le XXIe siècle, à cause des Fab Labs, à cause des makers, il y a une décentralisation de la production et ça veut dire qu'il y a une démocratisation de la production aussi. On devient tous des fabricants. Si on imagine, je ne sais pas si parmi vous avez vu des imprimantes 3D, pour l'instant ils fabriquent des objets, c'est relativement lent. Imagine ça, mais 1000 fois plus vite, qui va arriver dans les années à venir. On va devenir tous les fabricants, les petites usines chez soi, et si ce n'est pas chez soi et on veut fabriquer quelque chose un peu plus grand, il y aura un Fab Lab, une usine avec du matériel pas loin. Politiquement, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Traditionnellement, une politique de gauche plutôt communiste. Il veut contrôler la production et le surplus de production. Une politique plus libérale veut donner la production et le surplus aux entreprises. Par contre, avec l'open source, c'est le peuple qui devient consommateur, créateur, et c'est eux qui gèrent le surplus. Ça, c'est assez révolutionnaire. La différence aujourd'hui, si je parle des choses comme des recettes et des choses open source qui ont toujours existé, la différence, c'est qu'il y a une seuil critique qui est beaucoup plus facile à atteindre. C'est-à-dire qu'avec mon idée de logiciel ou de table, si je dois parler avec tout le monde dans cette pièce pour dire « Ok, est-ce que vous pouvez résoudre des bugs, m'aider de fabriquer une table ou quelque chose ?» Il y a peut-être une personne ou 2 personnes qui peuvent m'aider. Si je lance ça à tout le monde, il y a 6 ou 7 milliards de personnes qui, à peu près la moitié, un tiers entre la Terre et la moitié qui sont connectés, qui sont peut-être prêts à m'aider. Au moins, il y aura plus de 2 ou 3 personnes. On a publié cette présentation sur le net. Je ne vais pas passer trop longtemps à expliquer le timeline de l'open source, mais il y a des choses qu'on peut étudier en plus de détails si vous voulez. Quelque chose que moi je trouve assez intéressant,
c'est le début du XXe siècle. J'ai parlé de Ford, de Henry Ford. Il y avait une époque où il y avait beaucoup de brevets dans l'automobile, naissance de l'industrie automobile. Et il existait, avant Ford est devenu très connu, il existait un brevet où tout le monde devait payer une licence à un certain fabricant qui avait ce brevet pour les moteurs qu'ils utilisaient à l'époque. C'est Henry Ford qui l'a pris en procès pour contester le brevet. Effectivement, il a gagné. Le brevet, du jour au lendemain, ne valait rien. Et il a lancé un système de coopération avec les autres fabricants de voitures. De dire, écoutez, c'est pas la peine qu'on se conteste des brevets comme ça. C'est mieux que même si on brevette des choses, qu'on travaille ensemble avec un système de licenciement et sous-licenciement de brevets gratuits pour qu'on avance notre industrie d'automobile. Aujourd'hui, on voit le résultat, mais dans beaucoup de domaines de technologie, l'open source, il existe pour avancer un domaine particulier d'une façon plus simple, moins chère et plus efficace. Et globalement, ça c'est notre vision de l'open source, que ça fait partie de la nature humaine. Coopération, ça fait partie. Compétition aussi, ça fait partie. Et cette idée centrale que les utilisateurs, c'est eux qui ont une meilleure idée du produit final. Si c'est un produit physique, même un produit, on peut concevoir même l'éducation comme un produit. C'est le consommateur qui a une très bonne idée de ce dont il a besoin. Ça, c'est notre conception de l'open source. Et maintenant, Julien va vous parler de quelques applications de l'open source. Donc, vous avez compris que l'open source est une innovation qui émerge du milieu informatique. Et je vais vous montrer de quelle manière cette innovation, ce principe de fonctionnement migre dans différents domaines de la société traditionnelle. On parle de la politique, l'enseignement, l'entreprise et le logement. Alors la politique, il faut le comprendre au sens large. Une politique d'ouverture des données n'est pas nécessairement une politique d'État ou d'un groupe de partis politiques. Le principe de partager ces données, c'est une politique ouverte prône le partage des données, implique les utilisateurs dans la prise de décision et décloisonne ses services. Vous avez peut-être tous entendu parler de l'open data. C'est des mots qu'on entend de plus en plus régulièrement dans le vocabulaire courant. Il s'agit finalement, ce qu'on appelle le data, c'est une donnée numérique. L'open data favorise donc la constitution d'agglomérats de données numériques sur tout un tas de sujets et les propose en accès libre. On considère donc, quand on porte une politique d'ouverture des données, que la donnée est d'information publique et qu'elle constitue un bien commun qu'il faut diffuser un maximum pour élever le niveau de connaissance de la population ou des participants aux données publiées. C'est des sujets qui doivent être chers à des enseignants, très certainement. Ici, je vous présente donc une infographie qui expose le système de fonctionnement d'un système de démocratie ouverte. Donc, on est là sur l'ouverture des données appliquée au régime démocratique. Et vous voyez que cette politique d'ouverture se compose autour de trois piliers, que sont la transparence, la participation maximale et la collaboration. Pour aller vers un maximum de transparence dans la connaissance qui compose l'organisation en question, on va nécessairement ouvrir les données publiques, c'est ce qui s'appelle l'open data, on vient d'en parler, faire de la pédagogie, c'est-à-dire représenter les données de différentes façons. L'infographie notamment, on en a un exemple ici, est un bon moyen de communiquer de manière efficace une idée ou une certaine quantité de données pour la rendre facilement intelligible à un non-initié.
Et l'autre avantage de la transparence, c'est de permettre donc le suivi des personnes qui tiennent la gouvernance de l'organisation dont il est question. Autre pilier sur lequel s'appuie l'ouverture de la gouvernance, c'est la collaboration. Il est nécessaire, pour favoriser un maximum d'interaction et de dynamique dans cette créativité, dans cette innovation, de casser les silos et les structures pyramidales à l'intérieur des institutions, mais aussi entre les institutions, entre les organisations. Vous avez tous pratiqué la difficulté de devoir faire appel à tout un tas de hiérarchies ou de parcours en fait, du combattant pour aller chercher une donnée officielle dans un service qui était finalement relativement proche du vôtre. Ce que prône l'ouverture de la gouvernance, c'est que face à la complexification du tissu de l'organisation, on peut, grâce à la publication d'une partie des données, traiter en direct, en fait, aller chercher directement à la source la donnée dont on a besoin. Donc, ce qui implique un certain travail en transversalité, on parle aussi de transdisciplinaire dans le milieu de la recherche universitaire. Et organiser, bien sûr, des partenariats pour relayer un petit peu tous ces principes-là autour d'événements concrets qui vont rassembler les associations, des collectivités, des entreprises et différentes organisations autour de participants potentiels. Troisième pilier, la participation. Pour le cas de la démocratie ouverte, l'enjeu participatif se trouve au niveau du citoyen. Consulter un maximum les citoyens pour récupérer un maximum d'avis, de critiques et d'idées émanant de la part de la base vont venir nourrir en fait le corps gouvernant pour plus facilement en fait arriver vers une co-construction de la politique publique pour le cas, mais la politique globale de l'organisation avec ses citoyens, avec ses parties prenantes. Concernant la France, l'Open Knowledge Foundation, qui est une fondation internationale de knowledge, des connaissances ouvertes, a classifié en fait, il y a en début décembre 2014, l'ensemble des pays en fait, du monde. La France se retrouve troisième, ce qui est relativement bon en termes de score. Il n'y a pas si longtemps que ça, en 2012, je crois, nous étions 12e dans le rang mondial. Donc il y a eu quand même une grosse progression de la France au niveau de cette classification sur le partage des données gouvernementales. Attention cependant, ce n'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui, mais en termes d'exemple, voilà, il ne faut pas se faire biaiser par ce score final. On voit qu'en fait, il y a une bonne partie des scores qui sont maximaux sur les résultats des élections, le budget du gouvernement, des données comme ça. En revanche, on a une forte opacité sur les dépenses du gouvernement. On est à hauteur de 10% de partage. Et les données de l'INSEE, qui sont quand même deux données importantes pour comprendre ce que serait la conduite du gouvernement. Autre application, plutôt basée sur l'enseignement cette fois-ci, et l'éducation. Alors qu'est-ce que l'éducation ouverte? L'éducation ouverte propose d'exploiter les gisements de savoir que l'on retrouve sur le web et dans les différents supports numériques. De différentes façons, on parle de ludification, de gamification, par anglicisme, sur le corpus d'apprentissage pour favoriser du coup les initiatives auto-apprenantes, on va les évoquer ensuite. Les systèmes de cours en ligne ou de MOOC qu'on voit se diffuser globalement sur le web. France Université Numérique a terminé ses expérimentations, je crois, il y a 2014 aussi, je pense. Donc on a aujourd'hui un support universitaire, interuniversitaire, qui vient nourrir l'accès à des cours ouverts pour l'ensemble de la population française. Les systèmes de classe inversée, qu'on va regarder juste après, et la désintermédiarisation de l'accès au savoir
qui aurait tendance plutôt à autonomiser l'individu auto-apprenant sur son parcours d'apprentissage. Tout ça vous paraît peut-être un petit peu déconnecté vis-à-vis des élèves que vous avez, puisqu'ils sont encore entre 11 et 14 ans pour la plupart, mais je vous explique un peu de manière générale comment l'enseignement est bouleversé par ces innovations technologiques, et on verra plus tard comment l'appliquer et l'adapter au profil des élèves que vous avez tous les jours en classe. L'apprentissage informel s'organise autour d'environnements apprenants non officiels, non programmés et spontanés. C'est globalement des situations qu'on vit dans la vie quotidienne assez régulièrement, c'est-à-dire en discutant autour d'une table avec des personnes qui appartiennent à d'autres professions ou qui ont d'autres compétences dans leur profil individuel et avec lequel vous allez pouvoir interagir pour venir partager votre connaissance sur l'innovation et principalement dans un but d'élaborer une problématique que vous allez rencontrer dans votre quotidien d'enseignant pour aller vers une solution qui aura été construite en discussion avec vos collègues ou les personnes autour de vous qui vont maîtriser d'autres niveaux de connaissance du numérique. Autre, bien sûr, support fréquent de l'auto-apprentissage, de l'apprentissage informel, les associations. Quand vous intégrez dans une association, mais la plupart du temps, vous apprenez beaucoup de choses sur le domaine qui est objet de cette association. C'est le cas dans le numérique. Les Fab Labs sont la plupart du temps une espèce de dynamique qui permet d'échanger énormément autour de la fabrication des objets et de l'apprivoisement des nouvelles technologies. Je vous montre ici une sorte de bulle de bande dessinée qui explique un petit peu quels sont les facteurs de réussite d'un MOOC. Le MOOC, c'est le Massive Open Online Courses, c'est-à-dire on peut traduire ça littéralement par un cours, par la massification d'ouverture des cours. Il y a peut-être un prof d'anglais dans ça. Il s'agit de publier des cours massivement sur le web avec un support tutoriel qui va permettre de progresser chez soi dans l'auto-apprentissage d'une nouvelle compétence ou d'un nouveau corpus d'enseignement. Quels sont les facteurs de réussite d'un MOOC? Il tient bien sûr, comme dans l'éducation traditionnelle, à la qualité du formateur qui doit savoir motiver donc les personnes qui suivent son cours et rendre le sujet à la fois agréable, motiver en fait motiver l'individu apprenant à progresser, mettre en valeur sa progression. L'avantage d'un MOOC, c'est qu'il constitue souvent un tremplin pour un projet personnel, en dehors des obligations professionnelles. En fait, l'individu qui suit le MOOC va pouvoir progresser sur des domaines qui lui serviront peut-être professionnellement, mais qui vont d'abord se composer dans la vie personnelle et qui vont lui apporter un service ou un surplus de connaissances dans ses hobbies ou dans la façon de pratiquer son quotidien. Voilà à peu près les quelques principes clés du MOOC. Ressources éducatives en ligne. Le système des classes inversées, dont vous avez peut-être commencé à entendre parler. Je pense que le ministère de l'Éducation manipule un petit peu ce genre de principe depuis quelques temps, et il y a peut-être des directives qui vont arriver pour essayer d'avancer en partie vers ces systèmes apprenants. Alors on compare la classe traditionnelle où l'enfant passe sa journée donc à l'école en train d'écouter, de noter sur son cahier ce qu'il a besoin de retenir, le corps enseignant, le corps de l'enseignement, pardon.
et rentre à la maison, faire ses devoirs. On sent une espèce de perte de motivation qui est due certainement en partie à cette différence qu'il va avoir entre la pratique du quotidien, Internet, de ce qu'il voit, les jeux vidéo, le Internet, Facebook, les réseaux sociaux, et l'obligation où on lui demande plutôt en fait d'agir en tant qu'autonome, à aller chercher lui-même les solutions, à être beaucoup plus dynamique, et en classe où on lui demande d'être assis, d'attendre et d'écouter ce qu'ils font de moins en moins, ce qu'ils savent de moins en moins faire en fait. Et ça se traduit certainement, vous êtes mieux placé pour le savoir, sur une espèce à la fois de perte de motivation, sur des rendus de devoirs qui peuvent être souvent assez peu motivés, vous ressentez certainement ça dans les copies, et voilà, et des décrochages scolaires qui se font de plus en plus tôt. La classe inversée propose un système différent, c'est-à-dire que l'enfant va chez lui, à partir de son ordinateur connecté à Internet, accéder à des contenus interactifs, des vidéos, des tutoriels sur différentes données d'enseignement qui vont faire partie de son programme, mais un programme pas trop rigide dans lequel il va pouvoir choisir lui-même les compétences qu'il va vouloir intégrer à son profil individuel. Donc, il se forme chez lui à regarder des vidéos, à prendre connaissance de différents supports. Et le lendemain, en classe, il met en application les connaissances qu'il aura appris chez lui par des activités, des travaux de groupe en relation avec ses camarades de classe. Le tout, bien sûr, est chapeauté par l'enseignant qui continue bien sûr à exister, à avoir un rôle fondamental pour structurer la classe, mais qui est plus en fait simplement un diffuseur de savoir, puisque la source de diffusion du savoir a migré vers le web, mais on se retrouve avec un enseignant qui est plutôt consultant et qui va aider l'enfant à organiser ses nouvelles compétences, à revenir sur les points qu'il n'a pas compris, et lui permettre du coup de matérialiser dans ses ateliers les compétences qu'il aura apprises sur le web. Et alors l'évaluation, les logiques d'évaluation, à contrario des devoirs où il s'agissait de réciter principalement une leçon ou d'appliquer une équation, ce genre de choses, vont plus vers le renforcement de l'autonomie de l'enfant qui va, à partir d'un projet, là on voit une petite fusée télécommandée, fabriquée avec 2-3 camarades, un objet qu'il aura lui-même élaboré et dont il aura participé au bon fonctionnement, au bon aboutissement. Voilà, et on voit un enfant motivé d'aller à l'école pour participer à son parcours d'apprentissage. Voilà, l'entreprise ouverte. Je vais vous parler un petit peu des systèmes de l'entreprise. Aujourd'hui, vos enfants ont moins de 15 ans, enfin les enfants que vous gérez ont moins de 15 ans, mais une bonne partie d'entre eux va peut-être à partir du lycée se diriger vers des filières technologiques ou directement intégrer à partir de 15 ans des CAP ou des boulots plus techniques qu'intellectuels. Alors il est quand même important que vous compreniez ce que l'open source change dans la façon de gouverner une entreprise et comment les enfants peuvent être préparés à cette logique de fonctionnement professionnel. Voilà, globalement, une bonne partie des projets en fait hébergés sur le web sont financés via des structures qu'on appelle de financement